Le terrain d'essai de Caterpillar, près de Phoenix, en Arizona, était la route idéale pour cet homme qui rentrait tranquillement chez lui un dimanche de mai 1992. Alors qu'il prenait un raccourci par le lit d'une rivière asséchée, il fut intrigué par quelque chose d'anormal dans ce paysage désolé. Il s'approcha pour mieux regarder. Sous les branches d'un palo verde se trouvait le corps nu d'une femme, le visage contre terre. Elle ne respirait plus. Les officiers du bureau du shérif de Maricopa arrivèrent sur les lieux. L'état du corps indiquait que la victime se trouvait là depuis 12 heures ou plus. Ses vêtements étaient éparpillés autour d'elle. Ses chevilles et ses poignets étaient ligotés avec des barbelés et des lacets de chaussures. Le meurtrier semblait avoir passé pas mal de temps avec sa victime avant de l'abandonner. C'est le détective Charlie Norton qui menait cette enquête. On identifia la victime grâce à ses empreintes digitales. Il s'agissait de Denise Johnson, 30 ans. Elle avait déjà été arrêtée pour prostitution. Pendant des heures, les équipes analysèrent la scène du crime et tentèrent de comprendre les raisons de la mort de la victime. Elle avait un maillot de corps blanc enroulé autour du cou. Il semblait qu'elle avait été étranglée. Alors que l'équipe examinait les vêtements déchirés à la recherche d'un indice, un son strident se fit entendre. Le silence du désert venait d'être brisé par la sonnerie d'un téléavertisseur. Un ami de Denise Johnson tentait-il de la joindre ou le téléavertisseur appartenait-il au tueur? La police obtint un ordre de la cour et contacta la compagnie du téléavertisseur. Le propriétaire fut retrouvé grâce au numéro d'identification. L'abonné était un homme du nom de Earl Bogan. Il nous a dit qu'il n'y avait que son fils Mark qui utilisait ce téléavertisseur, parce qu'il n'avait pas de téléphone et que c'était la seule façon pour sa famille d'entrer en contact avec lui. Pendant que les policiers analysaient la scène du crime, un homme s'approcha pour leur dire qu'il avait aperçu la veille, vers 1h30 du matin, un pick-up blanc équipé de lumière jaune sur le toit, quitter le terrain en trombe pour ensuite brûler un stop avant de rejoindre l'autoroute. Cette information, combinée à celle concernant le téléavertisseur, allait beaucoup aider l'enquête de Norton. Lorsque ce dernier apprit que Mark Bogan possédait un pick-up blanc équipé de telles lumières, il comprit qu'il avait sans doute trouvé son tueur. Il lui restait maintenant à le prouver. Bogan, accompagné de sa femme, Rebecca, accepta de se rendre au bureau du shérif pour y être interrogé. Lors de l'interrogatoire, reconstitué ici, Rebecca déclara que la nuit du meurtre, Mark était rentré à 2 heures du matin, le visage couvert de sang et d'égratignures. Il lui avait dit avoir été mêlé à une bagarre dans un bar. Bogan, de son côté, raconta une autre histoire. Il déclara qu'il avait ramassé une autostoppeuse dont la description correspondait à Denise Johnson. Il avait eu un rapport sexuel avec elle dans son pick-up. Bogan admit qu'il avait menti à sa femme pour ne pas lui déplaire. L'histoire prenait forme et semblait bien ficelée, mais Norton se demandait si Bogan n'avait pas arrangé un peu les faits pour les faire concorder avec les indices. Je crois que quelqu'un l'a contacté et lui a dit que l'enquêteur du bureau du shérif le cherchait. Je crois qu'il s'est douté pourquoi et qu'il a pondu cette version des faits. Toujours selon Bogan, après le rapport sexuel, il s'était disputé avec l'autostoppeuse et lui avait ordonné de sortir de son pick-up. En sortant, elle avait emporté son portefeuille et son téléavertisseur. Bogan l'avait rattrapé et avait récupéré son portefeuille. Il déclara qu'il avait laissé Johnson au bord de l'autoroute, bien en vie. Norton soupçonnait Bogan de ne lui raconter que la moitié de l'histoire. Je crois que ce que Mark m'a raconté lors de l'interrogatoire, qu'il l'a ramassé, puis la dispute et ainsi de suite, je crois que tout ça est sans doute vrai. Mais la partie qu'il a omise, c'est l'endroit où cela s'est produit, et puis qu'il l'a finalement tué. Norton soupçonnait Bogan d'être le meurtrier, mais il avait du mal à le cerner. Non seulement Bogan nia énergiquement avoir tué Denise Johnson, mais il ajouta qu'il n'avait pas mis les pieds sur le terrain d'essai de Caterpillar depuis des années. Ironiquement, le fait que Bogan ait admis qu'il avait bien passé la soirée avec Denise Johnson rendait encore plus difficile la tâche de prouver qu'il était bien le meurtrier. Nous n'avons rien sur cet homme. Tout ce qu'il nous dit nous ferme toutes les portes. Il a eu un rapport sexuel avec elle. Il sait qui elle est. Tout concorde. Même si la version de Bogan était douteuse, elle neutralisait tout l'arsenal judiciaire. L'analyse de l'ADN des fluides corporels ou des éraflures d'ongles prouverait ce que Bogan avait déjà avoué, c'est-à-dire qu'il avait eu un rapport sexuel avec Denise Johnson dans la soirée du 2 mai 1992, puis qu'il s'était battu.
Le seul espoir de Norton de faire inculper Bogan serait de prouver sa présence sous les Palo Verde du terrain d'essai. Le pick-up de Bogan fut saisi et fouillé, mais on ne découvrit rien qui reliait Bogan à la mort de Johnson. On ne retrouva que 2 cosses de haricots de Palo Verde à l'arrière du pick-up. Elles pouvaient provenir de n'importe où. Ce n'était pas le genre de preuve qui pouvait incriminer un tueur. Dans l'espoir de trouver un moyen d'inculper Bogan, Norton retourna au terrain d'essai. Il remarqua soudain qu'un des Palo Verde portait une éraflure récente. Peut-être qu'après avoir jeté le corps de Johnson, Bogan avait accroché l'un de ses arbres avec son pick-up, ce qui aurait fait tomber ses cosses de haricots sur le plateau arrière de son véhicule. Si une analyse de l'ADN prouvait que ces cosses provenaient bien de l'arbre meurtri, Norton et ses collègues pourraient réfuter l'alibi de Bogan. Il n'y avait qu'un petit problème. Le type d'analyse auquel il pensait n'avait jamais été pratiqué. Pour arrêter son meurtrier, le détective Norton contacta Timothy Elenjaris, professeur associé au département de génétique moléculaire de l'Université d'Arizona. Norton voulait savoir si l'ADN d'un Palo Verde était assez complexe pour se distinguer de celui d'un autre Palo Verde. Quand j'ai été contacté par le bureau du shérif, ils m'ont dit qu'ils avaient découvert des cosses dans un pick-up et qu'ils croyaient qu'elles provenaient peut-être d'un arbre de la scène du crime. Un des arbres portait des marques. Je leur ai demandé de cueillir des cosses de tous les arbres du site sans me dire lesquels correspondaient à l'arbre en question, mais seulement de les numéroter pour en faire une étude objective. Grâce à une technologie de pointe appelée Rapids qui permet d'amplifier l'ADN, Elenjaris dressa le profil génétique des cosses. Les résultats furent étonnants. L'ADN des Palo Verde étant aussi complexe que l'ADN humain, les arbres pouvaient facilement être distingués les uns des autres. Le docteur Elenjaris confirma que les cosses découvertes dans la camionnette de Bogan provenaient bien de l'arbre meurtri. Il compara ensuite ses résultats avec ceux des 11 autres arbres de la scène du crime. Quand nous avons donné au bureau du shérif le numéro de l'arbre, il s'est avéré être celui qui portait les marques, celui qu'il soupçonnait depuis le début. Nous avions donc confiance en nos résultats. Le nœud coulant se resserrait autour du cou de Mark Bogan. Il fut arrêté. Armé de la découverte de Elenjaris, le procureur était impatient de confronter la défense avec le témoignage silencieux du Palo Verde. Mais Bogan ne se laisserait pas vaincre ainsi sans se défendre. Pour faire accuser Mark Bogan du meurtre de Denise Johnson, le procureur comptait sur l'analyse d'ADN polymorphe qui n'était pas encore approuvée légalement. L'analyse de l'ADN humain avait été admise par la Cour d'Arizona seulement quelques mois plus tôt. L'utilisation de l'ADN d'une plante pour prouver un meurtre risquait fort d'être contestée, mais toute l'affaire reposait sur cette unique preuve. L'équipe de la défense de Bogan fit appel à son propre expert, Paul Keim, de l'Université de l'Arizona du Nord, afin qu'il réfute la découverte de Elenjaris lors d'une audience préliminaire. Si Keim parvenait à semer le doute sur la validité de la technique utilisée, Bogan avait de grandes chances de s'en sortir. Je crois que la famille de Bogan espérait que mon expertise, mon opinion en tant qu'expert sur cette nouvelle analyse d'ADN qui avait été utilisée, serait que ce n'était pas une technique judiciaire valide et que, par conséquent, cet élément ne prouvait pas que leur fils était trouvé sur la scène du crime. Même si Keim avait été engagé par la défense, il devait avant tout être loyal envers la science et l'utilisation responsable des analyses de laboratoire. Sa méfiance envers Rapids était justifiée. Depuis ses débuts, ce test était réputé fournir des résultats erronés si des standards extrêmement élevés n'étaient pas maintenus pendant l'analyse. Pour moi, cela signifiait que nous devions avoir des standards très élevés, et il était crucial que nous sachions exactement ce qui s'était fait et que cela avait été fait correctement. Lorsque ce test est réalisé dans les conditions requises, il fournit aux chercheurs un outil très précieux, car il permet l'étude de l'ADN d'un organisme sans aucune information préalable sur la composition génétique de l'espèce analysée. La première étape consista à prélever l'ADN des cosses. Les graines devaient être enlevées afin que le test soit fidèle, puisque chacune d'elles était composée à la fois de l'ADN de l'arbre et du pollen qui l'avait fertilisé. Ces données auraient faussé les résultats. On utilisa de l'azote liquide pour congeler les cosses et ainsi les broyer plus facilement. Une fois purifié, l'ADN était prêt à être amplifié.
Ce procédé, qui consiste à chauffer l'échantillon, fait accroître la quantité d'ADN et fournit ainsi suffisamment de matériel génétique pour être analysé. Une fois réhydraté, l'ADN de la cosse était devenu invisible à l'œil nu, mais il recelait tout de même des indications très précieuses. L'échantillon de Palo Verde était maintenant prêt à afficher son empreinte génétique. On utilise un procédé appelé électrophorèse afin de rendre l'empreinte visible. Un colorant bleu est ajouté à l'échantillon d'ADN, puis déposé dans les rainures d'une plaquette gélatineuse. On expose ensuite le tout à un champ électrique qui sépare les fragments d'ADN. Le résultat est alors exposé aux ultraviolets, puis photographié. Lorsque Keim fut engagé par la défense de Bogen, il doutait de la validité de cette expertise pour différencier les causes de Palo Verde. Mais après l'analyse des données de Helen Jarvis et du processus rigoureux utilisé, il fut surpris de constater à quel point les résultats étaient probants. La découverte de son collègue était à ce point concluante que Keim ne put sous serment qu'approuver ces résultats. Selon lui, les cosses et l'arbre partageaient le même code d'ADN. La défense se retrouva en position d'infériorité à cause de l'intégrité scientifique de son analyste. Bogen était pratiquement KO. Quand j'ai examiné les preuves scientifiques, la chose la plus évidente que j'ai observée était que l'ADN de la cosse retrouvée dans le pick-up de Bogen était exactement le même que celui d'un des arbres sous lequel le corps avait été découvert. Le travail de Helen Jarvis et de Keim confirmait la présence de Bogen sur la scène du crime. Après avoir tué Denise Johnson, Bogen avait fait marche arrière, avait embouti un arbre et ainsi fait tomber la preuve qui servirait à le faire inculper. Cette découverte scientifique irréfutable avait littéralement écrasé la défense de Bogen. Il fut reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de prison à perpétuité. Le travail de pionnier de Helen Jarvis a permis d'établir l'importance de l'analyse de l'ADN botanique en tant que technique judiciaire. Grâce à lui, le témoignage de 2 petites cosses a permis l'arrestation d'un meurtrier.